We love Chris. Okay. No, we love Chris. He should have been there. So then, like, I remember she tried to kick me. It's like just her just being upset, but then I really hit her. Est-ce que vous connaissez le principe du mort-vivant? Enfin, je ne vous prends pas pour des bêtes, j'imagine que vous avez tous vu comme moi The Walking Dead. Mais dans cette idée-là, dans la description du mort-vivant, on part toujours du principe que c'est quelqu'un qui était vivant, qui est mort et qui après est revenu sous une forme un peu diabolique pour venir nous manger ou alors nous contaminer et on doit fuir. Et on ne part jamais du principe que quelqu'un peut être vivant en bonne et due forme là, on le pince, tout résonne, il chante, il fait des tubes, il danse. Malgré tout ça, il est quand même un peu mort. Chris Brown. Now, Chris Brown is not here tonight, so I'm accepting this award on his behalf. Excuse me, chill out. Cette semaine, Chris Brown a vécu une terrible injustice. Certains vous diront que c'est le karma, mais il était invité à performer pour les 40 ans du Thriller de Michael Jackson. Le gars s'est donné pour une prestation qui semblait franchement de qualité. Il s'est préparé avec ses danseurs, il a invité son équipe. Tout était prêt pour qu'il cartonne sur scène. En plus, à un moment de la prestation, il était censé y avoir Ciara. Et à la toute dernière minute, les organisateurs qui l'avaient appelé alors que lui dormait tranquillement chez lui, lui ont dit oui mais non merci. Scandale pour les fans de R&B, de hip-hop, de nombreux artistes montent au créneau sur les réseaux sociaux. The Game avait demandé à ce que personne du R&B ou du hip-hop n'aille aux R&B Music Awards. Moi-même sur Twitter, j'étais en feu. Mais comment on peut faire ça à Chris Brown? Et bien sûr, la bravoure de Kelly Rowland qui s'est élevée face au public de la cérémonie, mais aussi face à tout le monde sur les réseaux sociaux, estimant que Chris Brown, malgré ce qu'il avait fait, méritait comme tout le monde le pardon. He needs to be forgiven for, like, you know, what he did. I mean, You know what? We all need to be forgiven for anything that we could be doing, anything that we're thinking. We all come up short in some sort of way. Mais en réalité, ce qui se passe avec Chris Brown, c'est un vieux problème, un très vieux problème qui commence en réalité lorsqu'il frappe Rihanna en 2009. Il y a un jour de janvier 2019 dont je me souviens très bien. C'est l'avalanche, c'est le début de la foudre autour de l'affaire R. Kelly. Et dans le même temps, Chris Brown est accusé par une jeune femme à Paris d'avoir eu des rapports non consentis avec elle en compagnie de 2 autres de ses gardes du corps. L'affaire fait boom. Il est même arrêté et mis en garde à vue pendant quelques jours avant d'avoir la possibilité de rentrer aux États-Unis. Et au moment où il rentre aux États-Unis, il y a ce fameux post qu'il fait sur Instagram en disant: on bosse, on travaille. Et derrière, il y a un commentaire de Justin Bieber qui vient et qui dit: personne ne peut toucher the GOAT, the greatest of all time. Et là, d'un coup, Justin Bieber va se prendre l'une de ses plus grosses sauces sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que son public va le vomir alors que ce n'était même pas un post sur sa propre page Instagram. C'était un commentaire sous le post de Chris Brown qui disait: je me suis remis au travail. Là, il va se retrouver entêté sur Twitter. Plusieurs magazines vont faire des articles dessus parce que d'un coup, l'une des grosses parties du public de Justin Bieber va lui rappeler que pour nous, c'est un harceleur et un agresseur sexuel. On ne pourrait pas voir chez Justin Bieber une sorte de malice ou une sorte de vouloir soutenir Chris Brown juste parce qu'il est accusé de viol, parce qu'il a toujours reconnu que Chris était l'une de ses principales inspirations, une de ses idoles. On l'a connu tout petit chantant des tubes de Chris Brown. Mais son public a extrêmement mal réagi à ça, mettant en exergue ce que j'appelle moi la fracture et qui fait de lui cet être vivant mais pas tout à fait vivant dans le game. He has a history there that is very unappealing. And so I'm disappointed that he's coming. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de toute l'audience mainstream américaine, à savoir populaire, qui ne veut absolument pas entendre parler de Chris Brown. Quoi qu'on puisse faire, quels que soient les gros tubes qu'il ait pu avoir depuis 2009,
ils ne veulent pas en entendre parler. Et l'un des aspects les plus flagrants, on n'est pas dans une vidéo sur sa carrière, mais je ferai une vidéo qui sera certainement très très longue sur sa carrière à lui, bah en fait c'est les ventes d'albums de Chris Brown. Quand vous vous asseyez et que vous vous rendez compte que son album le plus vendu aux États-Unis a environ 2,5 millions d'exemplaires, c'est rien du tout pour l'artiste qu'il est et l'immense carrière qu'il a en fait. Mais vous allez voir que finalement, il fait une carrière où effectivement, quelquefois, il réussit encore à avoir de gros tubes, mais il n'a pas une adhésion véritablement sur son art en tant qu'artiste qui réussit à amasser les foules. Au contraire, c'est très fragile, c'est même parce qu'on est aux États-Unis très racial, parce qu'une grosse partie de l'audience américaine ne veut pas de lui, et que si vous regardez les grosses cérémonies où vous voyez Chris Brown, c'est toujours quasiment en majorité depuis environ 2013. Les Soul Train Awards, les BET Awards, d'ailleurs, ils se sont vantés d'avoir été les seuls à avoir permis à Chris Brown de faire ce fameux hommage à Michael Jackson. Et là, je vous vois venir, c'est toujours à cause de l'affaire de Rihanna. C'était il y a quasiment 15 ans, il n'avait que 19 ans. Bon, d'abord, Sekou n'avait pas d'âge, à savoir qu'il a vraiment tabassé Rihanna. Et surtout, ce moment-là est un moment très important dans la pop culture parce que, bien sûr, on a eu beaucoup d'artistes qui ont frappé leurs copines. Eric Benet frappait Halle Berry, Bobby Brown frappait sur Whitney Houston. C'est-à-dire qu'on a plein d'artistes qui ont été des hommes violents. Sauf que dans cette affaire-là particulièrement, en tout cas à mon avis, à moi, la photo est un élément très important. C'est-à-dire que cette photo est gravée dans nos mémoires. Et j'en profite ici pour dire à toutes les filles qui me suivent que si vous êtes dans une relation là en ce moment-là et que le gars déjà commence à vous faire comme ça là quand vous parlez, même s'il vous fait ça là, les filles, partez. Je sais que ça peut être dur, il vous a déjà peut-être présenté à la belle-mère ou alors les copines vont se moquer de vous, vous étiez déjà sûr d'avoir votre bon gars. Mais comme Kenya Samet avait chanté, c'est le moment pour vous de dire bye bye. La galère, ce n'est pas pour vous. Partez, certainement là dehors, vous allez tomber sur la prière de Ciara. Mais dans tous les cas, au-delà du fait que Chris Brown ait tabassé Rihanna de façon très brutale et qu'il y ait donc eu cette photo, on pourrait dire qu'elle lui a pardonné, c'est plus ou moins une affaire privée, mais pour le public mainstream, c'est quand même un chanteur de R&B noir, violent, qui frappe brutalement une chanteuse qu'ils aiment beaucoup. Donc de fait, l'image de l'homme violent était déjà très ancrée chez eux, en plus du fait que la musique principale que Chris Brown est censé défendre, le R&B, n'est pas forcément le fer de lance de ce qu'ils écoutent le plus. Surtout que selon moi, il y a une chose qui a extrêmement joué en sa défaveur pendant cette période-là, mais je vais le développer dans la vidéo sur sa carrière, c'est sa communication. Au lieu d'être tout de suite dans la repentance, son équipe, et je trouve très bien que Akon ait rappelé à tout le monde qu'il est souvent entouré des gens du ghetto qui n'ont pas une véritable vision dans le game, a commencé à expliquer que c'était Rihanna qui avait frappé en premier, Chris Brown c'est un jeune homme, c'est-à-dire qu'ils ont voulu le faire au début passer pour une victime de ce que lui-même avait réalisé ou alors une semi-victime et ce n'est pas passé. Et ce n'est pas non plus la façon dont Rihanna est revenue se coller à ses côtés sur des remixes très très sexuels. Ou sur la chanson beaucoup plus arrogante où elle disait en mode à tout le monde fuck you, nobody business, c'est nos propres affaires, qui a pu en réalité changer l'image de Chris Brown. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans la repentance, on n'est pas là dans l'histoire de façon mature qu'on raconte et qu'elle faisait très bien de raconter quand elle voulait un peu pleurer au début de l'ère Rated Air. Quand elle voulait vendre son album sur cette fibre-là, elle était beaucoup plus dans l'explication. Là d'un coup c'était en mode c'est nos affaires, taisez-vous. Ça, c'est d'ailleurs l'argumentaire principal des fans de Chris Brown. Ils vous disent à chaque fois, mais franchement, le monde devrait passer à autre chose. Même Rihanna a fini par tourner la page. On ne peut pas continuer à se mêler des affaires privées des gens de cette façon. Mais souvent, sur cet argumentaire qu'on effleure dans cette petite vidéo, ils oublient que ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'au début, elle ramène quand même le monde en disant j'ai été blessée, j'ai été battue avec beaucoup de raisons en fait. Et ce n'est qu'ensuite qu'elle change de position. Et donc de fait, le monde et les médias ne sont pas forcément obligés de changer de position en même temps qu'elle, surtout vu la manière dont ils vont le faire. When I realized that my selfish decision for love could result into some
young girl getting killed. I could not be easy with that. Ça, c'est un premier élément, mais si on va dans le fond, le problème que la baston de Rihanna et la photo va créer dans l'image de Chris Brown, c'est qu'elle va devenir le terreau d'une sorte de faisceau autour de sa personne. Pendant les années d'avant MeToo, il va plus ou moins réussir à s'en sortir et à passer entre les mailles du filet. Mais justement, en 2019, le New York Times sort un article dont j'avais beaucoup parlé en live et ils font cet article où ils reviennent sur le pourquoi les artistes ou bien les rois du R&B sont toujours quasiment pardonnés par leurs fans, par leur public. À l'époque, R. Kelly n'est pas encore en prison, donc de fait, même s'il est accusé, il remplit encore beaucoup de stades. Et dans cet article-là, donc, ils prennent R. Kelly et Chris Brown pour signifier deux générations d'hommes puissants du R&B qui abusent des femmes. Et dans cet article-là, donc du coup, où je trouvais d'ailleurs bizarre à l'époque d'avoir retrouvé Chris Brown, ils font quelque chose qui s'est vulgarisé depuis, mais qui n'était pas forcément évident avant. Ils retracent toutes les fois où Chris Brown a eu une rencontre plus ou moins échaudée avec une femme. Et ça, la liste est longue. Tenez-vous prêts. Mars 2011, Chris Brown casse brutalement une fenêtre alors qu'il est interviewé devant la journaliste Robin Roberts. Elle lui pose une question sur Rihanna, il ne le supporte pas, il s'emporte et il brise la vitre de l'émission. Février 2012, Chris Brown a volé le téléphone d'une fan après qu'elle ait une photo de lui. Et là, je veux vraiment qu'on soit très clair, ce n'est pas moi qui vous retrace ces événements-là en fait. Je vous redonne les événements qui sont listés dans l'historique qui est d'ailleurs maintenant partagé dans plusieurs autres magazines, des violences dont on accuse Chris Brown d'être responsable envers les femmes. Là, on est en février 2012 et donc c'est listé par année. En juin 2013, on l'accuse d'avoir tiré par les cheveux une femme alors qu'il était en train de se disputer avec elle dans un club et ça lui aurait froissé les ligaments sur le genou droit. What? En 2015, il a été accusé d'attaque au 3e degré après qu'une fan l'ait accusé de l'avoir brutalement sorti de son bus de tournée alors qu'elle refusait d'éteindre son téléphone. La même année, son ex Karrueche l'a accusé de l'avoir menacé de mort à plusieurs reprises. Elle a porté plainte pour avoir une ordonnance de restriction contre lui, ce qu'elle va gagner devant le juge. En 2016, il a évité une inculpation. Après qu'une femme l'ait accusé de l'avoir frappé au visage en récupérant son téléphone. Toujours la même année, mais en mai, l'organisatrice de sa tournée va expliquer qu'il va la menacer à plusieurs reprises, de la frapper physiquement. En 2018, on va avoir le fameux événement qui avait d'ailleurs fait le buzz à l'époque où on va raconter qu'une femme était chez Chris Brown, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il a menacé de lui tirer dessus vu qu'il avait un pistolet et la police va se ramener. On n'a jamais eu les détails de la fin de l'histoire, mais encore une fois, c'est répertorié dans l'article parce qu'on est exactement sur l'article. Pourquoi? Parce que j'essaie de vous faire voir la vision que le mainstream a de Chris Brown. Ensuite, donc, ils évoquent la fameuse accusation de viol à Paris. Mais un peu plus tard, ils reviennent aussi sur début 2019, quand Chris Brown collabore avec Marshmello et que la chanteuse du groupe Churches s'énerve sur Twitter et elle commence à dire qu'en gros, le producteur ne devrait pas travailler ou soutenir des abuseurs sexuels comme Chris Brown. Tyga, ce jour-là, qui était aussi mêlé à l'histoire, va répondre de façon plutôt diplomatique. Et Chris Brown, lui, va venir, il va s'énerver et il va dire que la chanteuse du groupe Churches ressemble au genre de personnes sur lesquelles il aimerait foncer à pleine vitesse avec un bus. L'idée derrière ce parallèle était cependant plus ou moins intéressante parce que selon eux, en gros, le problème profond que les fans de R&B ont avec leur roi, c'est qu'on leur pardonne tout pendant en gros la période de royauté. Ils expliquent que là, oui, R. Kelly est en train de chuter, mais Chris Brown ne chute pas parce que finalement, Chris Brown, il plaît encore aux jeunes filles. Ils partent du fait que ce soit un problème générationnel, ce qui peut, dans un sens, se défendre en disant que R. Kelly, lui, on le jette pas pour ce qu'il a fait en réalité, mais c'est parce que bon, là, il est devenu un peu vieux. S'il avait été encore un peu fringant, s'il pouvait encore plaire à la mère et à la fille et à la grand-mère, bah en fait, elle se serait assurée, selon eux en tout cas, qu'on ne le cancel pas de la même façon qu'en réalité, les jeunes filles actuelles s'accrochent au fait qu'on ne cancel pas Chris Brown, alors que peut-être dans 10 ou 15 ans, leurs filles, elles leur diront, suivant leurs propres argumentaires, mais comment vous avez pu écouter ce genre de personnes-là? C'est une idée qui peut, dans un sens, se comprendre, mais c'est aussi à ce moment précis que j'avais théorisé dans plusieurs de mes lives, que Chris Brown finalement devenait une sorte de mort-vivant dans le game. Ça ne veut absolument pas dire qu'on lui renie quoi que ce soit de son talent, même si on peut discuter de sa direction artistique, mais en réalité, ça veut dire que, bien sûr, il a son socle bien assis chez les
les Afro-Américains et notamment dans la scène R&B hip-hop, et qu'il est parfois aidé sur les réseaux sociaux qui ont permis d'avoir cet incroyable tube qui est Under the Influence. Ça peut streamer, ça peut cartonner de ouf, mais si vous faites très attention, même pour Chris Brown lui-même, c'est devenu particulièrement périlleux de s'adresser à une audience qui n'est pas totalement nichée quand lui-même y fait face. Et c'est donc là que les EMAs m'ont surpris, pas tant parce qu'ils ont fini par annuler la performance, mais parce qu'ils ont pensé même à faire performer Chris Brown à cette cérémonie-là. Parce que si on prend du recul, ils ont dit se dire que bien évidemment, comme il a eu un des plus gros tubes de l'année, en plus c'est un immense fan de Michael Jackson, ils sont sûrs plus ou moins que ça va faire de l'audience et une bonne prestation. Mais de l'autre côté, face à leurs propres principes, dans une ère MeToo, sachant qu'en plus en 2020 maintenant, Chris Brown est accusé de viol par une Instagram modèle, Jane Doe. Il a d'ailleurs publié plusieurs textos de la fille qui aurait plus ou moins après la relation envoyé des messages en lui proposant de se revoir et ce genre de choses, ce qui voulait laisser entendre de son côté qu'il n'y avait pas eu de viol. Mais toujours est-il que la plainte est déposée et donc pour l'émission, pour les EMAs qui se veut être une cérémonie familiale totalement sans encombre, avoir Chris Brown sur le plateau, c'était un problème. D'ailleurs, le public le eut quand il gagne le prix du meilleur artiste R&B et c'est strictement basé sur les ventes. C'est parce qu'il a très bien vendu Under the Influence. Donc en fait, il mérite totalement son prix. Mais le public ne le eut même pas par rapport à la cérémonie. Le public le eut juste parce qu'ils ont entendu Chris Brown. Excuse me, chill out. But I want to tell Chris, thank you so much for making great R&B music. And I want to tell him, thank you for being an incredible performer. I'll take this award, bring it to you. I love you. Congratulations. And congratulations to all the nominees. Kelly a été particulièrement brave dans cette scène. Et si vous avez compris la vidéo, c'est aussi parce qu'elle vient de cette école R&B machin qui, elle, respecte Chris Brown pour son art et pour tout ce qu'il peut apporter dans le game, qu'on aime tout ce qu'il fait ou qu'on n'aime pas tout ce qu'il fait. Et toujours est-il que moi, je vous ai toujours dit, j'ai énormément de mal avec les procédés de ces magazines-là qui sont pourtant, bon, à la mode actuellement parce qu'on retrouve exactement les mêmes dans les documentaires. Je ne vous dis pas que Chris Brown n'est pas un homme violent. Je le trouve personnellement d'une impulsivité rare. Je pense d'ailleurs que la farine ne doit pas y être pour peu de choses dans la manière dont il se comporte souvent. Mais je trouve toujours gênant ou alors pernicieux de par exemple dire que Chris Brown a arraché le téléphone d'une fan qui peut-être, comme beaucoup d'artistes, se retrouve avec plein de fans autour d'elle, il ne veut pas qu'on le filme et tout, il arrache le téléphone parce qu'il est impulsif, et de le mettre dans le même niveau de violence faite aux femmes que Rihanna en fait. Ça me gêne, pas parce que je dis que Chris Brown est bien en fait, mais parce que intellectuellement je me dis que peut-être que si ça avait été un homme, il aurait eu la même réaction en se disant bah en fait ne me filme pas, je prends ton téléphone en fait. Il n'aurait pas eu raison de le faire, mais ce n'est pas forcément une violence directement faite aux femmes. Mais là je sais que quand je vais dire ça, beaucoup de gens vont croire que c'est pour excuser son geste, alors que pas du tout. C'est juste que la manière de tout regrouper qui se fait actuellement quasiment dans tous les médias pour créer des climats autour de certaines personnalités peut parfois être gênante. Pareil, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'en moment, on nous a dit qu'il a évité d'être inculpé pour une affaire. Et là, on nous cite quand même qu'il a évité d'être inculpé pour une affaire où il aurait arraché et frappé le visage d'une dame. S'il a évité d'être inculpé, ça veut peut-être dire qu'il ne l'a pas fait. Mais comme on veut quand même que nous pensions que Chris Brown est voilà, bah en fait, on nous rappelle qu'il a évité d'être inculpé. Et je ne dis pas, et vraiment, c'est important que vous le compreniez, que Chris Brown ne mérite pas ou qu'il n'a rien fait aux femmes. Au contraire, je vous ai dit depuis le début qu'il y a effectivement des faisceaux, ce qu'il a fait à Rihanna, ce qui s'est passé avec Karrueche. Je dis juste que les procédés de ces articles-là, de ces documentaires-là, sont parfois dans une structure qui mélange des choses que je n'apprécie pas forcément. Ça touche à l'émotionnel, donc effectivement, les gens réagissent très fort. Et en plus, nous sommes dans une période où la parole des femmes compte. Donc, de fait, si tu oses les contredire, on peut penser que tu es pour le viol ou ce genre de choses, alors que ça n'a absolument rien à voir. S'il est condamné pour viol, tant pis pour lui, il finira ses jours en prison et c'est son problème. Mais toujours est-il que c'est le dressement de ce portrait-là que beaucoup dans le mainstream voient de Chris Brown, et c'est pour ça donc qu'ils se sont pour moi permis de l'humilier, parce que ce qu'il a subi, c'est une humiliation absolument terrible. On dira ce qu'on voudra, il n'avait plus à l'inviter, mais le faire venir pour rendre hommage à Michael Jackson, le laisser se préparer une prestation qui pour moi semblait être l'une de ses meilleures prestations depuis très longtemps, et lui dire 2-3 jours avant, finalement tu ne viendras pas, c'est parfaitement dégueulasse. Ce n'est pas respecter son art à lui, ce n'est pas respecter ses danseurs, ses équipes, Ciara d'ailleurs qui était dans la prestation aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun respect pour quiconque impliqué dans tout ça.
Franchement, je vais vous dire la vérité, ce moment-là m'a brisé le cœur. C'est pas parce que c'était directement Chris Brown, c'est parce que on ne fait pas ça selon moi à un artiste. J'aurais été tout aussi agacé si c'était Taylor Swift ou alors si c'était Metallica. Ça m'a brisé le cœur de voir qu'en fait, on l'annule à quelques jours et que sa prestation est déjà quasiment terminée, qu'il est obligé de poster ces répétitions-là sur Instagram et qu'en plus, on ne lui a même pas donné la véritable raison pour laquelle il est le paria de l'émission. Ils ont juste dit, on ne veut plus du tribute, rentrez chez vous, c'est tout et on s'arrête là. C'est là que plusieurs artistes afro-américains, notamment de Game, ont dit qu'en réalité, il fallait faire bloc derrière Chris Brown et le soutenir parce que ça se serait passé avec d'autres artistes pop. On ne se serait pas permis de les cancel de façon aussi brutale. On a eu d'ailleurs récemment Johnny Depp qui a gagné son procès aux États-Unis mais qui a perdu son procès en Angleterre. Il était dans le truc Fenty de Rihanna. Il n'y a pas eu énormément de gens pour demander à le cancel parce que Johnny Depp y était en fait. Donc ça a créé ce malaise véritable jusqu'à ce que effectivement Variety révèle ce dont on se doutait tous plus ou moins, à savoir que au final les EMAs n'étaient pas contre, ABC n'était pas contre vu que c'est eux qui ont appelé Chris Brown. Mais après avoir consulté tous les annonceurs et tout le monde dans la chaîne, ils se sont quand même dit que ça faisait un combo assez dur d'avoir Chris Brown, connu pour avoir agressé plusieurs femmes et accusé actuellement de viol par une autre femme, et bien sûr chantant sur les chansons de quelqu'un qui était accusé par plusieurs personnes d'attouchement sexuel, de pédophilie. Ce qui a bien sûr fait hurler l'estate de Michael Jackson. John Branca, le co-gestionnaire de la succession, s'est exprimé. They should be ashamed of themselves, and especially since it's a tribute to the 40th. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu postillonnes en l'air, ça finit toujours par te retomber dessus. » Quand on a parlé, débattu des milliards de fois ici sur la cancel culture, je me suis pris des tarots d'injures. Ça conclut d'ailleurs des trucs qui parfois me semblent totalement insensés, mais bon, parce que j'expliquais aux gens que ce ne sera pas à la carte. Eux, ils pensaient là que la cancel culture c'est au restaurant, non je veux tel plat, je veux tel dessert, ou au McDo, je ne sais pas. Et ils se disaient que je veux le Big Mac, non je ne veux pas ça. Non, le truc c'est que c'était créer un modèle dans lequel beaucoup vont rentrer. Et j'avais expliqué en quoi dans l'industrie américaine, au vu des stigmates de leur propre société, ben en fait beaucoup plus d'artistes noirs seraient touchés par cette cancel culture, par le mainstream. Malheureusement, on n'a pas été entendu, sauf que ça se retranscrit aujourd'hui. ABC met un geste quand même hyper fort parce qu'ils disent on ne peut pas avoir Chris Brown au final sur notre plateau, même si on lui remet un prix, on préfère ne pas le voir performer, surtout sur des chansons de Michael Jackson. Et là, je connais la chanson des hypocrites, là. Les personnes qui défendent Michael juste parce qu'il est mort. Parce que sur la lignée d'attaque, le schéma qui détruit absolument tous les autres artistes, Michael passe exactement sur le même jugement et perd. C'est pour ça que le fameux documentaire sur Michael Jackson, qu'on puisse le trouver incohérent sur de nombreux points, chose que moi, je pense, bah en fait pour la majeure partie des gens qui l'ont regardé, ils vont pas se poser 10 000 questions comme les fans de Michael ou comme une grosse partie du public afro-américain qui se dit que Michael a été victime d'un complot. Ils vont regarder tranquillement, ils vont se dire c'est un gros malade, c'est vraiment quelqu'un qui touchait aux enfants et c'est uniquement parce que la police n'a pas pu l'arrêter. Je me rappelle, moi j'ai travaillé chez France Télévisions pendant 2 ou 3 ans et au moment où le documentaire est sorti, je travaillais encore là-bas. Je lançais à peine la chaîne et il y a eu à midi, il y a eu le fameux débat sur ce documentaire. J'étais la seule personne dans cette chaîne de télé à penser que Michael était innocent. On débattait là comme ça là dans le truc. J'étais le seul. Tout le monde me regardait pour un fou. J'imagine que avec le recul, ils ont dû rentrer chez eux en se disant mais le Renoir qu'on a embauché là, il a un problème psychologique. Je sortais tous les argumentaires en disant non, mais le FBI aurait dû trouver les preuves. Mais pour eux, Michael était coupable. Et d'ailleurs, quand on voit comment les Starbucks et toutes les autres entreprises là ont décidé de ne plus jouer Michael, c'est sur le théorème de la cancel culture et moi je les comprends en fait. Ce qui me gêne, c'est les personnes qui croient que c'était à la carte, qui se disaient que on allait cancel l'autre, on n'allait pas cancel l'autre. Ils pensaient qu'on allait juste cancel ceux qui n'aimaient pas. Mais en fait non, comme je vous l'avais prédit depuis le départ, vous allez tous bouffer cette sauce-là. Et comme Jermaine Dupri l'a dit, le fait qu'en plus, même Michael, pour le 40e anniversaire de l'album le plus vendu de tous les temps, ne puisse pas passer à la télé, parce qu'on aurait quand même pu se dire, ils auraient pu changer la performance. Ils auraient pu avoir même Ciara qui était déjà prête, remplacer Chris Brown. Non,
c'est Michael qui a aussi été cancel. Et ça, c'est hyper important. Et comme Jermaine Dupri le dit, watch out, bitches. C'est exactement ce que je vous disais déjà il y a 4 ans. Yo, if the American Music Awards cancel the Chris Brown performance, then that means they canceled the 40th anniversary of Thriller, which means they canceled the Michael Jackson tribute. Black music, we in trouble. En fait, ABC a posé un acte fort parce qu'ils ont aussi cancel Michael Jackson, ils ont aussi cancel Thriller, qui est l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. Quand vous savez ce que représente Thriller pour l'histoire de la musique, c'était un honneur pour eux, limite, d'avoir cette prestation-là. Donc en fait, limite même, ils auraient pu se dire, bon, c'est vrai qu'il va y avoir quelques mouvements qui vont parler, mais c'est tellement important pour la culture et peut-être pour nos audiences, qu'on va passer au-dessus. Non, ils ont décidé en posant cet acte-là de dire que oui, et ce n'est pas, et c'est bien ce que précise Variety, que Chris Brown, le problème, c'est le fait que Michael aussi est un problème désormais pour être diffusé à de très grandes écoutes par de grandes cérémonies, et c'est aussi pour ça que John Branca a repris le même discours que Jermaine Dupri, parce que même l'équipe de Michael Jackson est ulcérée de voir qu'on lui a fait ça. It's what people wanted to see. So what's ABC thinking? They're canceling black music? Or... Ils se disent ça parce qu'ils se disent que si on a déjà cancel R. Kelly, on a cancel ou alors co-cancel Michael, Chris Brown, bon, on le cancel aussi. Bah en fait, comment ça va se passer pour les autres artistes de la musique afro-américaine en fait? Parce que fatalement, en termes de catalogue, il y en a rarement qui ont beaucoup plus que ça. Donc à la moindre erreur, on peut cancel quasiment tout le monde. C'est la vue beaucoup plus sur le long terme. Et moi, je dis toujours qu'en réalité, Michael, et je ne dis pas ça de façon méchante, est mort peut-être au bon moment. Michael vivrait de nos jours, au vu de la logique qui est employée quasiment par tout le monde, les gens brûleraient Thriller dans les rues en fait. Et je ne suis pas ici en train de le déresponsabiliser de quoi que ce soit. Je pense qu'il a une immense part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Mais je pense aussi que malgré tout, le FBI l'a déclaré innocent, mais nous ne sommes plus à l'époque où effectivement le fait que tu sois jugé innocent par la police pèse en quoi que ce soit dans la décision que les médias ou alors les réseaux sociaux prendront vis-à-vis de ton art ou de toi-même. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation pareille qui en réalité, si on pousse un peu plus loin, va peut-être servir à Chris Brown à raffermir sa base. C'est-à-dire que l'album Breezy, en réalité, n'a pas tant marché que ça. Under the Influence, c'est un peu un tube non prévu qui arrive à rebooster sa carrière. Et là, le fait qu'il ait subi cette injustice-là regroupe les fans, en fait. Tout le monde se dit, mais franchement, on n'avait pas à le traiter comme ça. Ils n'auraient pas dû l'inviter s'ils voulaient l'humilier ou ce genre de choses. C'est-à-dire que l'artiste blessé dans son art, même Kelly Rowland qui monte au créneau pour le défendre, demander le pardon, montre qu'il y a une grosse partie des gens, même qui étaient un peu désintéressés de Chris Brown, qui n'ont pas apprécié comment ABC l'a traité. Et en ça, ça peut le raffermir sur cette base fan sur laquelle il vit depuis quasiment 10 ans. I have to know your thoughts on people bullying Chris. Is it sad to see? You know what? I believe that grace is very real and we all need a dose of it. Mais ce n'est pas une défense acclamée de toutes parts. Vous voyez que Kelly est quand même hyper attaquée sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui dit qu'elle n'aurait pas dû se mêler de ça, qu'elle parle comme si elle était Rihanna. C'est-à-dire que ce n'est pas une défense qui passe crème pour elle et son image. Et de l'autre côté, si Chris Brown sera raffermi sur sa propre base, ABC fait quand même passer un message à toutes les autres cérémonies mainstream. Ils leur disent, regardez, on avait l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique pour ses 40 ans. On avait Chris Brown, Ciara en tant que performeur. On aurait pu faire des putains de scores d'audience, mais au nom de nos propres valeurs, on a annulé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Et là, on ne parle pas à BET et au Soul Train. Parce que les BET et Soul Train, ils vont continuer à inviter Chris Brown. Peut-être même qu'on va avoir Chris Brown et Ciara dans une autre cérémonie dans quelques mois. Mais sur le mainstream, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ABC passe à une autre étape, aussi bien pour Chris Brown, dans un sens, qui n'était pas invité depuis plusieurs années, que malgré tout pour Michael Jackson. Parce que Michael Jackson, parce qu'il laisse entendre malgré tout qu'il y a une gêne. Et je reste persuadé, nous sommes aux États-Unis, que s'ils avaient voulu, après avoir annulé Chris Brown, même en 3-4 jours, demander à des artistes ou à une chorale de faire un petit truc pour Thriller, ils auraient pu. Il y avait aussi un malaise par rapport à ça. Et c'est en ça que cette cancel culture, comme je le dis depuis plusieurs années, va progressivement
gangréné une grosse partie de l'industrie du disque afro-américain. People deserve to be able to grow and learn and be able to live their life without things hanging over them. Everybody deserves that. So, him especially. So. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur ce qui s'est passé avec Chris Brown désinvité aux EMAs alors qu'il était censé performer et rendre hommage à Michael Jackson. Je vous ai donné mon avis, les différents éléments. Encore une fois, je ne suis pas ici pour soutenir, je la condamne fermement à la violence faite aux femmes et ce genre de choses. Je vous ai juste décrypté ce qui s'est passé par rapport à la situation, par rapport au fait que le cancelling de Chris Brown sur le mainstream date de très longtemps. Le fait en revanche qu'on lui fasse plus ou moins miroiter de passer pour rendre hommage à Michael Jackson et que ça soit annulé ensuite de façon très brutale est humiliant, consternant et n'est pas simplement dû de fait à Chris Brown parce que cette cancel culture le dépasse, ça touche aussi un peu de plus en plus l'héritage de Michael Jackson. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous voulez totalement qu'on assainisse le mainstream et qu'on se retrouve avec je ne sais même pas qui, Carla Bruni ou je sais pas trop. Enfin, est-ce que vous êtes pour qu'on assainisse totalement le mainstream et qu'on se retrouve avec des artistes très pieux, très carrés, qui n'ont jamais plus ou moins commis quoi que ce soit de répréhensible dans le game? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un entre-deux? Est-ce que vous comprenez le point de vue de Jermaine Dupri, celui de John Branca qui est donc l'esthète de Michael Jackson et qui est très révolté contre ABC? Est-ce que vous comprenez aussi le positionnement de Kelly Rowland qui vient à la ressource de Chris Brown, même si elle risque de perdre des plumes au passage? Ou alors est-ce que vous vous dites que bon, de toute façon elle n'a pas grand chose à vendre, donc c'est pas très grave qu'elle y perde des plumes? Et de l'autre côté, bien sûr, est-ce que la réaction de ABC vous ulcère ou est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, ils aient du mal à faire passer Chris Brown sur du Michael Jackson? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un débat pour faire passer du Michael Jackson à une cérémonie comme les American Music Awards alors qu'il a carrément contribué à leur ascension avec sa musique? Et ça, encore une fois, c'est pas sur la base de rien, c'est sur la base du fait qu'il y a des témoignages. Les gens ont écouté ces témoignages, ils croient les victimes. Et c'est plus ou moins ce schéma-là qui se répète et qui arrive donc jusqu'à Michael Jackson, même si de l'autre côté, il avait été innocenté par le FBI. Enfin, dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.